Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres, entre 2 factures et une publicité pour un supermarché. Une enveloppe crème, sans rien d'autre que mon nom, Jeanne Lemoine, écrit d'une écriture que je reconnaîtrais entre 1000 celles de mon fils, Marc. J'ai senti mon cœur se serrer. C'était la période des fêtes, les jours courts de décembre, la lumière pâle où le moindre signe d'attention devient une chaleur espérée. Je me suis dit, enfin, je suis monté lentement l'escalier jusqu'à la cuisine. J'ai posé l'enveloppe sur la table, près de la bougie à moitié consumée, et je l'ai ouverte avec précaution, comme on entr'ouvre une porte du passé. À l'intérieur, une carte sobre, jolie même, un dessin d'hiver avec des sapins enneigés et un ruban doré. Je l'ai retournée, curieuse. Et là, au centre, juste 3 mots. De nous deux. Rien d'autre. Pas « Je t'embrasse, maman ». Pas « On pense à toi ». Pas la moindre trace de sa voix. J'ai relu ces 3 mots comme on relit une phrase dans une langue qu'on ne comprend plus. De nous deux. Ni lui, ni elle, juste un couple fondu en un seul geste. Un nous impersonnel, poli, administratif, presque. J'ai attendu, malgré moi, que quelque chose se passe. Un souvenir, un élan, une émotion. Mais rien. C'était comme un mur blanc. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les branches du cerisier étaient nues. La lumière tombait sur le jardin où Marc jouait autrefois, des boules de neige pleines de rire. Et je me suis entendu murmurer, presque malgré moi. Il n'a plus de voix propre. Cette phrase m'a fait peur, parce qu'elle était juste, parce qu'elle me montrait tout ce que je refusais de voir depuis des mois. Marc n'écrivait plus. Marc ne parlait plus. Marc répétait. Ses messages, ses appels rares, ses phrases brèves, tout semblait venir d'ailleurs, d'une source commune à eux deux, ce nous qui avait avalé son jeu. Claire parlait toujours à sa place, finement, avec ce ton assuré qui sait se faire passer pour de la douceur. Mais là, sur la carte, il n'y avait plus d'ambiguïté. Il avait disparu derrière elle. Je suis restée longtemps assise, la carte entre les mains. Les heures passaient, la lumière déclinait. J'entendais le tic-tac de l'horloge, obstiné, comme pour marquer la distance qui s'installait. Je me suis demandé à quel moment il avait commencé à s'effacer. À quel moment j'avais cessé d'exister pour lui autrement que comme un dossier à gérer, un appel à planifier, un souvenir à tenir à distance. Le téléphone a sonné ce soir-là, vers 10 à 9 heures. J'ai reconnu la sonnerie spéciale que j'avais gardée pour lui, un vieux réflexe de mère. J'ai décroché d'une voix qu'il ne reconnaîtrait plus, tant elle était calme. « Allô, maman? Tu as reçu la carte? » « Oui. » « Ça t'a fait plaisir? » »« Oui, bien sûr. » Je mentais, évidemment. Mais qu'aurais-je pu dire? J'aurais préféré 3 mots de toi plutôt qu'un nous deux de politesse. Il aurait trouvé ça dramatique, trop sensible, pas moderne. Alors j'ai dit oui. Et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu, très distinctement, la voix de Claire, au loin. « Dis-lui qu'on l'embrasse. » Puis, le froissement d'un téléphone qu'on éloigne, un souffle gêné, et la voix de mon fils. « Claire te dit qu'on t'embrasse. » Cette fois, je n'ai rien répondu. Il a attendu, quelques secondes. « Maman? » ?»« Oui, je t'ai entendu. Tu vas bien ? » Je vais comme quelqu'un à qui on écrit de la part d'un autre. Un silence, puis un soupir. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. » Et la ligne a coupé. Je suis restée là, immobile, le combiné encore chaud contre mon oreille. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait rien à pleurer, juste une constatation glaciale. Mon fils ne parlait plus sa langue à lui. Ses phrases, même ses silences, semblaient dictés. Et je savais d'où cela venait. Claire avait ce talent rare, celui d'envahir sans élever la voix, d'absorber l'autre avec le calme d'une vague. Marc n'avait pas résisté. Il avait cédé, puis disparu. Je me suis assise à mon bureau. J'ai sorti mon carnet bleu, celui où je note les phrases que je n'ai jamais dites. J'ai écrit « Quand un fils cesse de signer seul, c'est qu'il a renoncé à penser libre. Le nous deux est parfois le cercueil d'un jeu qu'on a aimé trop fort. » Je refermai le carnet, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai seulement ressenti une chose très simple, très froide, la fin d'une illusion. Le lendemain matin, j'ai posé la carte sur la cheminée, à côté d'une photo jaunie de Marc enfant, les joues couvertes de chocolat,
les yeux pleins de malice. Sur la photo, il riait. Sur la carte, il n'avait plus de voix. Et moi, je venais d'en retrouver une. Avant, les cartes de Noël étaient des lettres d'amour. Je me souviens de ces hivers-là, à l'époque où Marc avait encore cette écriture maladroite d'enfant, les E trop ronds, les M tremblants. Il y écrivait « Joyeux Noël, maman, je t'aime plus que le chocolat chaud ». Et je riais. Je gardais tout. Je les rangeais dans une boîte à biscuits en fer blanc, celle où Paul mettait les petits sablés qu'il préparait chaque année, la veille du 24. Tout semblait si simple alors. L'amour n'avait pas besoin de formules collectives. Il avait une voix claire, directe, identifiable. Nous vivions dans une petite maison de pierre, à Saint-Aubin, pas loin de Caen. Paul, mon mari, en avait fait son royaume. Il réparait, construisait, plantait. Moi, j'y faisais régner la chaleur, les tartes, le feu dans la cheminée, les repas du dimanche, les rires d'enfants qui résonnaient jusque dans la cour. Marc adorait ce lieu. Il disait souvent « Quand je serai grand, je veux une maison qui sent le bois comme ici ». Il avait 7 ans la première fois qu'il a insisté pour m'aider à préparer la dinde de Noël. Il avait les mains couvertes de farine, et Paul le regardait, attendri. Le soir, quand les cloches sonnaient, nous nous asseyions tous les trois devant le sapin, les guirlandes à moitié tordues. Et Paul disait toujours la même chose. Ce n'est pas la perfection qui fait la beauté, c'est l'amour qu'on y met. C'était une phrase banale, mais elle suffisait. Les années ont passé, Marc a grandi, et la maison s'est agrandie avec lui. Les murs se sont remplis de diplômes, de souvenirs, de photos, puis, peu à peu, de silence. Paul est tombé malade, un cancer rapide, violent. Marc avait 26 ans. Il venait d'obtenir son premier emploi à Rouen. Il a accouru à l'hôpital, bouleversé, la voix brisée. Je revois encore sa main serrant celle de son père, sa promesse murmurée. Je prendrai soin d'elle. Toujours. C'est ce toujours que j'ai gardé, comme un talisman. Mais les promesses vieillissent aussi, parfois plus vite que les gens. Après la mort de Paul, j'ai vécu dans un temps suspendu. La maison sonnait creux. J'entendais encore ses pas, sa toux, le bruit du tournevis dans l'atelier. Marc venait souvent. Au début, il passait ses week-ends, réparait un volet, taillait une haie. Puis il a rencontré Claire. Je me souviens du jour où il me l'a présentée. Une jeune femme élégante, lisse, à la voix douce et aux phrases calculées. Elle m'a embrassé sur les joues, un peu trop vite. « Ravie de vous connaître, Madame Lemoine. Appelez-moi Jeanne », avais-je dit. Elle a souri sans répondre, et j'ai senti, déjà, un espace se creuser. Au début, j'étais sincèrement heureuse pour lui. Je voyais son visage s'éclairer à chaque message, à chaque appel. Il semblait heureux, et j'aurais voulu ne retenir que cela. Mais très vite, les habitudes ont changé. Les visites se sont espacées, les conversations, écourtées, et surtout, ce jeu de mon fils a commencé à disparaître. Il disait autrefois « Je passe samedi, maman ». C'est devenu « On passe samedi ». Puis, un peu plus tard, « On verra ». Les prénoms se sont fondus, les décisions aussi. Tout était nous, tout venait de nous, un nous confortable pour eux, étouffant pour moi. Je crois que le moment où j'ai vraiment compris que quelque chose basculait, c'était un soir de Noël, quelques années après leur mariage. Marc avait insisté pour recevoir chez eux. J'avais accepté, même si l'idée de ne pas dresser ma propre table me serrait le cœur. En arrivant, j'ai vu la décoration parfaite, la nappe repassée, les verres en cristal alignés. Et Claire, souriante, m'a accueilli d'un ton affable. On a voulu faire simple, pour que tu ne te fatigues pas. Simple. C'est souvent le mot qu'on utilise quand on veut effacer les traces de quelqu'un. Je me suis assise. Marc m'a servi, un peu nerveux. Puis, au moment de porter un toast, Claire a levé son verre. À nous. Et tout le monde a répété. À nous. J'ai bu en silence, mais à l'intérieur, j'ai entendu un bruit sec, celui d'un verrou qu'on ferme. Les années suivantes n'ont été qu'une lente dilution. Les coups de fil sont devenus des messages. Les messages sont devenus des réponses automatiques. Puis, des vues sans mots. Je n'étais pas encore rejetée, j'étais diluée. Et c'est pire. On croit encore appartenir.
Mais on ne fait plus vraiment partie. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Pourtant, je continuais d'espérer. J'envoyais des colis, des photos, des gâteaux. Je tricotais des écharpes, des pulls, des chaussons pour les petits. Et je recevais en retour des mails de 3 lignes. Merci maman, c'est parfait. Claire adore. Bisous à toi. Claire adore. Toujours elle. En avant, comme un prisme entre lui et moi. Je ne la détestais pas. Je lui en voulais seulement d'avoir pris toute la place, même la sienne. L'hiver dernier, j'ai retrouvé par hasard une ancienne cassette audio, une de celles qu'on enregistrait avec un petit micro, à l'époque. Je l'ai écoutée. C'était un message de Marc. Il avait 10 ans. Coucou maman. J'enregistre pour que tu m'entendes quand je suis à l'école. Je voulais te dire que je t'aime jusqu'à la lune et que j'ai mis du sucre dans ton café pour quand tu te lèveras. Sa voix claire, encore libre. J'ai pleuré en silence, parce que j'ai compris que je ne la reconnaîtrais plus jamais. Pas tant qu'il parlerait par procuration. Alors, quand cette carte de nous deux est arrivée, ce n'était pas une surprise. C'était une conclusion, le dernier fil d'une voix qui s'était perdue en chemin. Je l'ai posée sur la cheminée, à côté d'une bougie, et j'ai soufflé dessus doucement. Le silence qui a suivi n'était plus celui du chagrin, c'était celui d'un réveil. Le rejet, au début, ne fait pas de bruit. Il ne crie pas, il s'installe. C'est une bruine, une lente érosion des gestes et des mots, un glissement invisible où l'on passe de « tu manques » à « tu compliques ». Avec Marc et Claire, tout a commencé par des détails. Une phrase, un ton, une absence prolongée, le genre de petits riens qu'on pardonne mais qui, mis bout à bout, finissent par dessiner une frontière. Le premier signe, je crois, fut un dîner annulé. C'était un samedi d'octobre. Je m'étais levé tôt pour préparer un gratin dauphinois, son plat préféré. Je l'avais toujours cuisiné pour lui, même adulte, parce que c'était la recette de son enfance. Vers 10 à 9 heures, le téléphone a sonné. C'était Claire. Pas Marc. Jamais Marc. « Bonsoir Jeanne, je t'appelle pour te prévenir. On ne pourra pas venir ce soir. On est épuisé. La semaine a été infernale. Et Marc a besoin de souffler un peu. Ce n'est pas grave, je comprends. Je peux mettre le plat au frigo. Oui, fais ça. On viendra dimanche prochain. Promis. » Dimanche n'est jamais venu. À partir de là, tout s'est mis à glisser. Les visites sont devenues rares. Les appels plus courts. Marc parlait avec ce ton professionnel, poli, distant. Il disait souvent « Je t'appelle entre 2 rendez-vous » ou bien « On est débordé, tu sais comment c'est ». Et moi je répondais « Bien sûr, mon chéri, travaillez bien ». Mais au fond, je savais que ce n'était pas qu'une question d'emploi du temps. C'était une question de place. La mienne rapetissait. Puis sont venues les petites phrases. Celles qu'on dit sans réfléchir, mais qui piquent comme des épingles. Un jour, alors que je racontais à Marc une vieille anecdote sur son père, il m'a interrompu. « Tu ressasses toujours les mêmes choses, maman. Tu devrais vivre un peu dans le présent. » J'ai souri, pour ne pas pleurer, mais j'ai senti quelque chose se fendre, parce que pour moi, le présent n'existait plus sans la mémoire. Une autre fois, je lui ai dit, simplement, je trouve que Claire est un peu sèche, parfois. Peut être qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Et lui, avec un soupir agacé, a répondu, tu dramatises tout, maman. Tu vois le mal partout. Cette phrase m'a glacée, parce qu'elle était mot pour mot celle que Claire m'avait dite un jour, à propos d'un sujet tout autre. J'ai compris alors qu'il ne me parlait plus avec ses mots, mais avec les siens à elle. Les repas de famille, eux, sont devenus des exercices de diplomatie. J'étais là, mais comme une invitée de passage. Claire dirigeait tout. Les horaires, les menus, les conversations. Quand j'essayais de parler à Marc, elle répondait souvent à sa place. Et lui, au lieu de m'écouter, me regardait à peine, distrait, le regard ailleurs. Je me souviens d'un déjeuner particulièrement cruel. Ils avaient invité des amis. À table, on parlait de politique, de voyage. Je me suis permise une remarque, anodine. J'ai toujours rêvé d'aller en Italie, mais votre père préférait la Bretagne. Et Claire, avec son sourire glacial, a dit « Oh, vous savez Jeanne, à votre âge, les voyages, c'est fatigant. » Tout le monde a ri doucement, pour ne pas paraître choqué. Et moi,
J'ai souri aussi, comme si de rien n'était. Mais j'ai senti cette phrase se graver dans ma peau. Les humiliations, quand elles viennent de ceux qu'on aime, ne sont jamais spectaculaires. Elles sont feutrées, polies, presque tendres. On vous fait taire avec des caresses. On vous efface avec douceur. C'est un art, et Claire le maîtrisait parfaitement. Elle disait souvent « Je préfère quand Marc t'appelle, il te comprend mieux. » Ou encore « Ne t'inquiète pas pour ça, on gère. » Ce « on gère » voulait dire « tu ne gères plus rien ». Petit à petit, les clés de ma maison, celles que j'avais confiées à Marc pour les urgences, sont devenues une extension de leur confort. Ils entraient sans prévenir, parfois pour arroser les plantes, parfois pour ranger un dossier. Et je découvrais, après leur passage, des objets déplacés, des tiroirs fermés différemment, comme si, à travers les gestes les plus simples, ils reprenaient possession de ce qui m'appartenait encore. Un jour, j'ai trouvé sur ma table un post-it oublié, d'une écriture qui n'était pas la mienne. Pensez à appeler le notaire, donation à revoir. Je n'ai rien dit. J'ai rangé le papier dans un tiroir. Mais ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le lit, la carte de nous deux entre les doigts. Et j'ai compris que quelque chose se tramait. Être pas un vol, pas encore, mais une confiscation symbolique. Un matin de mars, j'ai tenté d'appeler Marc. Je voulais lui parler calmement, lui dire ce que je ressentais. La conversation a duré 2 minutes. Il m'a coupé dès ma première phrase. « Maman, s'il te plaît, arrête de tout compliquer. Tu as toujours été comme ça. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Je cherche juste à te parler. Mais on se parle. » « Non, Marc. Toi, tu m'expliques. » Il n'a rien répondu. Puis il a dit, d'une voix lasse, « J'ai une réunion. Je te rappelle ce soir. » Il ne l'a jamais fait. Ce soir-là, j'ai ouvert les rideaux et j'ai regardé le jardin. Le vent soufflait. La terre était sombre. J'ai senti qu'un chapitre se fermait lentement, sans fracas. J'étais encore là, mais déjà de trop. Et cette certitude, plus que la solitude, m'a fait mal. On m'aimait encore, mais on ne m'écoutait plus. J'ai refermé la fenêtre, puis j'ai écrit dans mon carnet. Être effacé ne fait pas mal tout de suite. C'est quand on s'en rend compte que ça brûle. Et cette nuit-là, pour la première fois, je me suis demandé s'il fallait commencer à me défendre. La goutte d'eau est arrivée un mardi, dans une enveloppe beige trop lourde pour être innocente. Le facteur l'a glissée dans la boîte avec un claquement sec, comme on ferme un tiroir sur un secret. Sur le coin gauche, l'entête d'une étude notariale que je ne connaissais pas, à Rouen. Ce n'était pas l'étude où Paul signait, ni celle où j'avais déposé l'acte de mariage. Une adresse neuve, Lys-la-Leur. J'ai posé l'enveloppe sur la table, à côté de la carte de nous deux. Le contraste m'a frappé. D'un côté, 3 mots pour tout dire et rien dire. De l'autre, 15 pages pour ne dire qu'une chose. J'ai pris mon coupe-papier en argent, celui de Paul, et j'ai ouvert. La lettre de couverture était aimable, presque maternelle. « Madame, afin de simplifier la gestion de votre patrimoine et d'anticiper toute charge fiscale inutile, nous avons préparé un projet d'acte conforme à vos intérêts et à ceux de vos héritiers. Vous trouverez ci-joint une donation-partage à effet différé, une procuration de gestion limitée, un mandat de protection future. Nous vous remercions de bien vouloir paraffer et signer aux emplacements indiqués avant le 30. » J'ai tourné la page. Le papier sentait l'encre et le pouvoir. La première clause disait « La donatrice conserve l'usufruit viager, sous réserve d'une gestion déléguée au mandataire exclusif désigné ci-après. » Le mandataire exclusif, Marc Lemoine. Plus loin, le mandataire pourra, le cas échéant, aliéner le bien après avis conforme du co-contractant. Le co-contractant, Claire Dubreuil, le mot « aliéner » m'a glacé. Je l'ai relu, lentement, comme on palpe une douleur. Aliéner, vendre, défaire. Et tout cela, pour simplifier, je suis restée un moment à regarder la fenêtre. Au jardin, le pommier que Paul avait planté était plein de mousse. Je me suis souvenue de ses mains posant la terre, de son souffle court, du rire de Marc Petit qui comptait 1, 2, 3 pour porter l'arrosoir. Aliéner ? On n'aliène pas une mémoire. On la vole ou on la garde. Le téléphone a sonné. Marc.
Tu as reçu le dossier, maman? Oui. C'est très bien fait, tu verras. On a tout pensé pour t'éviter des ennuis. Il suffit de signer. Qu'est-ce que je signe, exactement? Il a hésité. Rien de méchant. Une donation partage avec ton usufruit. Tu gardes tout jusqu'à... Enfin, tu vois. Nous, on gère. Ça évitera les droits de succession. C'est logique. Nous, on gère. Oui, c'est plus simple. Derrière lui, j'ai entendu la voix de Claire, distincte. Dis-lui que c'est standard. Et qu'elle paraphe chaque page. Je me suis raclé la gorge. Marc, qui a choisi le notaire? On s'en est occupé. Sans moi, on a voulu t'épargner les démarches, c'est tout. Tu dramatises toujours, maman. C'était la phrase. Celle qui ferme les portes. J'ai raccroché doucement, avant d'entendre la suite. Je suis revenu au dossier. J'ai pris un crayon et j'ai commencé à encadrer les mots comme on trace un périmètre autour d'un incendie. Mandataire, exclusif, aliéné, plein pouvoir, reconnaît être pleinement informé, sans autre autorisation. Aux marges, j'ai écrit en toutes lettres. Qui décide. La réponse, partout, brillait comme un clou. Pas moi. Je me suis levé, j'ai pris mon carnet bleu, celui des phrases qu'on n'envoie pas, et j'ai noté. La douceur des mots juridiques est un vernis. En dessous, c'est du métal. J'ai continué, page après page. À la fin, on me demandait de parapher 12 fois, de signer 2 fois, de dater, certifier 1 fois. Dans la marge, une note dactylographiée, à retourner sous 8 jours pour disparaître proprement. Le soir, j'ai posé les feuilles à plat, j'ai allumé la bougie. La flamme a jeté des reflets dorés sur les phrases. Je pensais à Paul, à sa manie d'éclairer le mur pour vérifier la rectitude d'un enduit. Si ça ondule à la lumière, c'est que c'est faux, Jeanne. Je me suis penchée. Tout ondulait. Le téléphone a vibré. Un message. Claire. Bonsoir, Jeanne. J'espère que le dossier te rassure. Nous sommes de nous deux d'accord pour dire que c'est la meilleure solution. N'hésite pas si tu veux qu'on t'explique. Nous sommes de nous deux d'accord. Ils avaient même mis le nous dans la phrase qui m'enlevait ma voix. J'ai reposé le téléphone comme on pose un couteau. J'ai appelé l'étude notariée de Rouen. Une secrétaire aimable m'a répondu. Je voudrais parler au notaire qui a rédigé le projet. Monsieur est en rendez-vous. Vous avez des questions? Oui. Qui vous a mandaté? Monsieur Marc Lemoine et Madame Claire Dubreuil. Pour votre compte. Pour mon compte? Avec quelle procuration? Un silence embarrassé. Je vérifie, madame. Elle n'a rien trouvé. Je l'entendais feuilleter, tousser, chercher. Nous avons, un mail confirmatif de Monsieur Lemoine. Un mail n'est pas une procuration. Je l'ai remercié, poliment. Puis j'ai raccroché. Je me suis senti très calme. Pas un calme de résignation, un calme opérationnel. Le genre de calme qu'on a quand on a enfin mis la main sur la bonne pièce d'un puzzle. Je suis allé au salon, j'ai pris le coffret de bois. J'ai sorti les clés, l'une après l'autre. Elles sonnaient différemment selon la table. La lourde de la porte, la légère de la remise, la minuscule du tiroir. Je les ai posées en ligne, face à moi. Puis, j'ai glissé l'enveloppe beige à côté d'elle. Voilà, ai-je murmuré. Vous voulez mes clés, vous aurez mes papiers, mais pas ma main. J'ai inséré le projet d'acte dans une chemise grise. J'ai écrit au feutre noir « Pièce de trahison à conserver ». Je l'ai rangé dans le tiroir du bas, celui qui ne claque jamais. La nuit a été blanche. Pas d'angoisse de calcul. Je me suis fait une liste, colonne après colonne. Ce qu'ils disent, ce que cela produit, ce que je fais, simplifier, me retirer la décision, refuser par écrit, anticiper, me faire signer aujourd'hui ma disparition de demain, notaire indépendant. De nous deux. M'imposer un nous contre mon jeu. Reprendre ma voix. Au petit matin, j'avais faim. La fin des jours où l'on sait quoi faire. J'ai préparé un café serré, puis j'ai cherché dans l'annuaire l'étude de maître Pereiro, celle dont une voisine m'avait parlé. Un notaire qui n'endort pas les vieilles dames avec des mots doux. La secrétaire a répondu d'une voix nette. Madame Lemoine, demain, 10 heures, apportez tout. J'apporterai tout. Avant de refermer,
J'ai pensé à Marc. J'ai voulu l'appeler, lui dire « Reviens à ta voix, je t'en prie ». Mais j'ai compris que ce n'était plus à moi de le ramener. On ne rend pas une voix à quelqu'un qu'un nous a avalé. On la lui laisse retrouver, s'il veut. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai lu mon effacement en 12 paraphos. Je n'ai rien signé. Je signe à nouveau avec ma main. Puis j'ai soufflé la bougie, rangé les clés, fermé le coffret. La goutte d'eau n'avait pas fait déborder un vase. Elle avait gravé une ligne claire. D'un côté, la douceur perfide des « de nous deux ». De l'autre, ma voix propre. Je me suis levée. J'ai mis mon manteau. Demain, j'irai chez mon notaire. Aujourd'hui, je garde mes mains libres. Et j'ai laissé la maison telle qu'elle était, intacte, avec, sur la cheminée, la carte qui me regardait comme un miroir. Un dessin de neige, un ruban doré, et ces mots de nous deux, qui désormais ne m'atteignaient plus. Les jours suivants, tout s'est figé autour de moi. Pas un mot de Marc, pas un message, rien qu'un silence épais, une attente suspendue. Mais je n'attendais plus. Cette fois, j'observais. Chaque objet de la maison prenait une autre signification. Le téléphone, posé sur la table, ressemblait à une frontière. Le tiroir où dormait la chemise grise pièce de trahison était devenu mon coffre de vérité. Et la bougie que j'allumais le soir brûlait moins pour éclairer que pour comprendre. Je n'avais plus besoin de me convaincre que quelque chose clochait. Je voulais désormais savoir comment cela s'était produit. Quand, exactement, la dépossession avait commencé. Je me suis installée au bureau de Paul. Le bois clair, les coins usés, l'odeur de cire. Tout respirait encore la droiture tranquille d'un homme juste. J'ai ouvert le tiroir supérieur, factures, lettres, actes de propriété. Tout y était, soigneusement rangé, comme si Paul savait qu'un jour j'aurais besoin de m'y replonger. Je me suis mise à relire chaque document, ligne par ligne. À côté de moi, mon carnet bleu, ouvert, prêt à recevoir mes observations, je notais. Contrat 2001, signature commune, rien d'anormal. Compte joint fermé 2006, ouvert à mon nom seul, OK. Procuration donnée à Marc pour opération bancaire en 2015. À revoir. Je me souvenais de ce jour-là. Marc avait insisté. C'est juste pour t'aider à payer les factures si tu es fatigué. Je l'avais cru. Mais en feuilletant les relevés, j'ai découvert que son nom apparaissait encore. Une ligne, en bas d'un feuillet, mandataire autorisé pour toutes opérations de gestion courante. Toute opération. 3 mots capables de tout effacer. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Non pas de peur de lucidité. Une lucidité glaciale, coupante, comme celle qu'on ressent juste avant de se défendre. La nuit est tombée tôt ce soir-là. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis restée dans le demi-jour, entourée de papiers et de silence. C'est là que j'ai compris que le vrai piège n'était pas administratif. Il était émotionnel. On ne commence pas à effacer une mère par des formulaires. On commence par la faire douter d'elle-même. Claire l'avait compris. Ses mots, ses sourires, ses « ne te fatigue pas » avaient fait leur œuvre. Petit à petit, j'avais cessé de décider, cessé de vérifier, cessé de lire les lignes en bas des pages. J'avais confié, puis je m'étais tue. Et le silence, quand on ne le choisit pas, devient une forme d'aveuglement. J'ai écrit dans mon carnet. L'effacement ne commence pas dans le bureau d'un notaire. Il commence dans le cœur, quand on arrête de s'écouter. Vers minuit, je me suis préparé un thé. J'ai ouvert la fenêtre. Le jardin dormait, le vent portait l'odeur humide des feuilles mortes. J'ai pensé à Paul. Je l'ai imaginé assis à sa place, observant tout cela. Et je crois qu'il aurait souri doucement, d'un air grave, en disant « Ils ne t'ont pas volé, Jeanne. Tu t'es laissé distraire. » Oui, c'était ça. Je m'étais laissé distraire. Par l'amour, par la confiance, par ce besoin absurde de plaire à ceux qu'on a mis au monde. Et soudain, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Non pas de la tristesse, mais une force tranquille, presque froide. Je n'étais plus blessée, j'étais prête. Le lendemain, j'ai ouvert un nouveau classeur. Sur la couverture, j'ai collé une étiquette blanche. Dossier, effacement doux, preuve, chronologie. J'y ai glissé tout ce que j'avais trouvé. Copie d'email, ancien relevé, lettres, la fameuse procuration de 2015. J'ai daté, numéroté,
annoter chaque pièce. Je savais qu'un jour, il me faudrait les montrer, pas pour accuser, mais pour expliquer. À midi, j'ai appelé l'étude de Maître Pereiro. La secrétaire m'a confirmé le rendez-vous du lendemain, 10 heures. Elle m'a demandé d'apporter tous les éléments permettant d'évaluer la situation patrimoniale. J'ai répondu calmement. Je les ai. Et même plus que ça. L'après-midi, j'ai reçu un nouveau message de Marc. Tu as signé? Claire s'inquiète. On voudrait juste régler ça avant la fin du mois. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris une photo du dossier, fermé sur la table, et l'ai regardé longtemps. Ce n'était plus un symbole de trahison, c'était mon arme de clarté. Je savais qu'à partir de ce moment-là, chaque mot, chaque silence allait compter. Je ne pouvais plus me permettre de réagir avec le cœur. Il fallait raison, précision, tact. L'amour maternel devait devenir une mémoire juridique. Le soir, j'ai rangé la maison. Pas pour accueillir quelqu'un, mais pour moi-même. Chaque objet reprenait sa place. La nappe repassée, les verres rangés, les rideaux tirés. Je voulais que tout soit net, exact, comme une scène avant une audience. Parce que, oui, c'était une audience intérieure qui m'attendait. Celle où je devais me juger moi-même avant de juger les autres. J'ai pris la carte de nous deux, toujours sur la cheminée. Je l'ai regardée une dernière fois. Et j'ai murmuré. Vous avez voulu parler à ma place. Mais demain, la loi m'écoutera. Je l'ai glissé dans le dossier, sous la rubrique « pièces symboliques ». Parce que dans ma tête, tout était devenu un document, même la douleur. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Paul. Il m'appelait depuis le jardin. Il tenait dans sa main une clé rouillée, qu'il déposait dans ma paume. « Ce n'est pas pour ouvrir, » disait-il. « C'est pour fermer, Jeanne. Fermez bien, cette fois. » Je me suis réveillée avec le cœur battant, la main encore chaude. Le matin filtrait à travers les rideaux, clair, précis. J'ai su que le jour du rendez-vous serait celui de ma reprise en main. Avant de sortir, j'ai écrit dans mon carnet. J'ai passé ma vie à pardonner avant d'avoir compris. Cette fois, je vais comprendre avant de pardonner. J'ai pris mon manteau, mon sac et le dossier gris. Dehors, la lumière de février était coupante, presque joyeuse. J'ai fermé la porte derrière moi, à double tour. Ce n'était pas un geste de méfiance. C'était un geste de souveraineté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que chaque pas que je faisais vers le notaire, vers la vérité, vers moi-même me rendait un peu de ma voix. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'étude notariale 10 minutes en avance. Le bureau de Maître Pereiro se trouvait au rez-de-chaussée d'une vieille bâtisse en pierre claire, juste à côté de la mairie. Le fronton portait encore les traces du temps, justice et probité, gravées à moitié effacées comme un présage. La secrétaire m'a fait entrer dans une petite salle aux murs couleur mastic, meublée de chêne. Une odeur de papier, de cire et de sérieux. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un homme d'une 60aine d'années, le regard vif, la poignée de main ferme. « Madame Lemoine ?»« Oui, maître. Je vous écoute. » J'ai posé sur la table ma chemise grise, soigneusement fermée par un élastique. C'est tout ce que j'ai. Peu, être trop. Peu, être pas assez. Il a souri. On verra. Ici, rien n'est trop, tant que c'est clair. Il a ouvert le dossier. Une à une, j'ai sorti les pièces. La procuration, les lettres, les copies d'email, et enfin le projet d'acte de Rouen. Il a parcouru les pages, lentement, en silence. Parfois, il hochait la tête, parfois il murmurait un « bref, sec. Au bout d'un long moment, il a levé les yeux vers moi. Ils ont voulu aller vite, trop vite. Cette donation à effet différé est habile, mais inacceptable sans votre pleine conscience. Et surtout, la procuration signée en 2015. Elle ouvre toutes les portes. Je l'ai donnée de bonne foi. Oui, et ils l'ont gardée de mauvaise foi. Il s'est levé, a contourné le bureau, et s'est assis sur la chaise à côté de moi. Madame Lemoine, vous avez deux choix. Soit vous laissez faire, et un jour, tout vous échappera maison, compte, décision. Soit vous reprenez tout, lentement, proprement, sans un mot, et croyez-moi, le silence est plus tranchant que le conflit. Je l'ai regardé dans les yeux. Je choisis le silence. Parfait. Alors nous allons procéder. Il a pris une feuille blanche et a commencé à écrire au stylo bleu.
Plan d'action. Dossier Lemoine Jeanne. Révocation immédiate de la procuration bancaire. Banque principale. Opposition légale à toute donation ou mandat non signé en présence du notaire. Ouverture d'un compte personnel séparé, sans mandataire. Rédaction d'un testament authentique, sous scellé, désignant l'héritier de votre choix. Lettre d'information au notaire de Rouen. Copie à l'ordre. Mise à jour du titre de propriété, ajout d'une clause de réserve. Il a posé le stylo, a tapoté la feuille du doigt. Voilà votre bouclier. Et eux, ils s'en rendront compte plus tard. Quand ils comprendront qu'on ne dépossède pas une femme qui sait lire les mots et se taire au bon moment. Nous avons commencé par la banque. Maître Pereiro a appelé la directrice d'agence devant moi. « Bonjour Nadia, c'est Pereiro. J'ai avec moi Madame Lemoine. Nous révoquons immédiatement toute procuration donnée à Monsieur Marc Lemoine. Code client 4 1 5 3 2 2. Je vous envoie la copie d'identité et la déclaration signée. » Il a raccroché, satisfait. Voilà. Il n'a plus accès à vos comptes. À partir de ce soir, tout mouvement nécessitera votre signature physique. J'ai respiré lentement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la respiration retrouvée. Ensuite, il a dicté à sa secrétaire une lettre ferme mais polie. « Madame, monsieur, je vous informe que toute démarche notariale ou patrimoniale au nom de Madame Lemoine Jeanne, sans sa présence effective, sera considérée comme nulle et sans effet. Je reste à votre disposition pour toute vérification. » Signé Maître Pereiro. Il a levé la tête. Voilà, à partir de ce jour, ils ne peuvent plus rien signer de nous deux. Cette phrase m'a frappé comme une délivrance. Le troisième point, c'était le testament. Je ne m'y attendais pas. Il faut le rédiger maintenant. Ah, t-il dit. Je ne veux pas punir mon fils, maître. Je veux seulement qu'il apprenne. Alors vous le ferez sans colère. C'est la seule manière pour qu'un testament survive aux tempêtes morales. Il a pris une feuille vierge, a écrit lentement. Je sous-signais, Jeanne Lemoine, née le 12 mars 1950, déclare être la seule propriétaire du bien 6 à Saint-Aubin. J'en conserve l'usufruit et la gestion jusqu'à ma mort. À ma disparition, la maison reviendra à la personne qui aura veillé sur elle sans chercher à la posséder. Je l'ai lu, ému. Ce n'est pas un testament. C'est une leçon. C'est souvent la même chose, a-t-il répondu. Avant de partir, il m'a tendu une chemise bleue. Voici votre dossier. À partir de maintenant, tout passe par moi. Ne répondez à aucun message, ne signez rien. Si on vous écrit, envoyez-moi la copie. Et si on vous parle de malentendus, dites simplement « Mon notaire s'en occupe ». Je l'ai remercié, sincèrement. En sortant, il m'a accompagné jusqu'à la porte et a ajouté « Vous savez, Madame Lemoine, on ne sauve pas seulement son patrimoine, on sauve aussi sa parole. Et la vôtre, je crois, n'est pas prête à se taire. » Sur le chemin du retour, je marchais lentement. Le vent de février était sec, mais je me sentais légère. J'avais l'impression de reprendre un territoire intérieur. La peur s'était retirée, remplacée par une sorte de lucidité paisible. Je ne cherchais plus à expliquer, ni à convaincre. Je constatais, et cette constatation me rendait forte. En rentrant chez moi, j'ai posé la chemise bleue sur la table. Je l'ai ouverte. Les mots « révocation »,« testament »,« propriété », « opposition » me semblaient presque beaux. Ils avaient la rigueur que j'avais perdue, la clarté que j'attendais. J'ai rangé soigneusement tous les papiers dans le tiroir où dormait autrefois la pièce de trahison. Désormais, ils contenaient 2 chemises. L'une, grise, pour la blessure, l'autre, bleue, pour la reconstruction. Le soir, j'ai allumé la bougie. Le feu tremblait sur la table. J'ai écrit dans mon carnet. Il y a des femmes qu'on croit naïves parce qu'elles se taisent, mais leur silence est un espace où la loi s'écrit. Puis, avant d'aller me coucher, j'ai envoyé un message à Marc. « Ne t'inquiète pas, mon grand. Tout est réglé. » Il m'a répondu 1 heure plus tard. « Merci, maman, on en parlera. » Mais cette fois, je savais que non. Nous n'en parlerions plus. La parole était revenue là où elle devait être, du côté de la vérité écrite. Les pièges les plus redoutables ne claquent pas. Ils se referment doucement, sans bruit, quand tout a déjà été décidé ailleurs.
3 semaines s'étaient écoulées depuis ma rencontre avec Maître Perero. Je vivais dans une tranquillité nouvelle, presque silencieuse. Je faisais mes courses, j'écrivais, je prenais le thé avec ma voisine Madeleine. Le dossier bleu dormait dans le tiroir, comme un cœur sous verre. J'aurais pu croire que tout était terminé, mais le véritable affrontement commençait à peine. Un matin de mars, le téléphone a sonné. Je venais de sortir le linge du sèche-linge, les mains encore chaudes de tissu. Sur l'écran, Marc. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Maman? Sa voix était tendue, rapide. J'ai reçu une lettre de ton notaire. Tu peux m'expliquer? Oui, ai-je dit calmement. C'est une mise à jour de ma situation. Une mise à jour? Oui. J'ai repris la main sur mes affaires. C'est normal. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? On aurait pu le faire ensemble. Parce que ce n'était plus à faire ensemble, Marc. Un long silence. Je l'entendais respirer fort, comme s'il montait un escalier. Puis il a lâché, d'une voix étranglée, claire et furieuse. Elle dit que tu nous mets en difficulté. Tu rends tout suspect. On passe pour des profiteurs. Je n'ai rien dit, Marc. J'ai juste signé pour moi. Mais tu ne comprends pas. On a tout organisé pour ton bien. Je sais. Mais le bien qu'on m'impose sans me demander n'en est plus un. Il a soufflé, exaspéré. Tu exagères. Tu n'as jamais eu confiance en Claire. Tu l'as toujours jugée. Je ne l'ai jamais jugée. J'ai simplement refusé de disparaître derrière elle. Il a voulu répondre, mais je l'ai coupé doucement. Marc, la prochaine fois, adresse-toi à Maître Perero. C'est plus simple. Quoi? Tu me renvoies à ton notaire maintenant? Oui. C'est son rôle, pas le tien. Et j'ai raccroché. Le lendemain, Claire a pris le relais. Un message, sec, comme une gifle. Jeanne, c'est incompréhensible. Nous avons agi par amour, pas par intérêt. Mais ton comportement est blessant. Marc ne dort plus. Je te demande au moins un rendez-vous pour clarifier. J'ai transféré le message à Maître Perero. Sa réponse est arrivée 30 minutes plus tard. Ne répondez pas. J'organise une rencontre à l'étude. Le jeudi suivant, ils sont venus. Je les ai vus descendre de leur voiture ensemble, évidemment. Marc portait une veste sombre, les épaules tendues. Claire, droite, impeccablement maquillée, marchait légèrement devant lui. Je les ai accueillis sur le seuil, polie, distante. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Marc. »« Bonjour, Claire. »« Tu vas bien ?»« Très bien. Entrez. » Je les ai conduits dans le salon, où tout était déjà prêt. La table claire, 3 chaises, et, au centre, le dossier bleu. Quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. Maître Perero, ponctuel comme un juge. Il a salué, puis s'est assis, posant son attaché case devant lui. « Je crois que nous devons mettre les choses à plat. » Hâté, il dit sans préambule. Claire a pris la parole, la première. « Nous sommes ici parce que nous ne comprenons pas cette soudaine défiance. Nous avons simplement voulu anticiper. Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger Jeanne. » Maître Perero l'a écouté sans bouger. Puis il a ouvert le dossier, en a sorti un document, et l'a posé devant eux. Procuration du 12 juin 2015. Mandat illimité. Cette signature, c'est bien celle de Madame Lemoine? Marc a hoché la tête. Oui. Parfait. Sachez qu'elle a été révoquée le 4 mars. Toutes les opérations effectuées depuis sont donc nulles. Et j'ajoute que toute tentative d'usage ultérieur relèvera du délit d'abus de confiance. Claire a blêmi. Abus de confiance? Vous insinuez que nous sommes malhonnêtes? Je n'insinue rien, madame. Je cite le Code civil. Marc a voulu parler, mais le notaire a poursuivi. Imperturbable. Quant au projet d'acte de Rouen, il a été transmis sans mandat valide. L'étude concernée a reconnu la faute et annulé toute procédure. Votre nom, madame, n'apparaîtra plus sur aucun titre. Je vous conseille d'en prendre acte calmement. Un silence. Puis, un bruit sec, la main de Claire sur la table. C'est indécent. Elle se laisse manipuler par vous. Maître Perero a souri, presque amusé. Madame, je suis notaire. Pas illusionniste. Je ne manipule pas. J'éclaire. Je les regardais, sans intervenir. Mon silence les exaspérait plus que n'importe quelle défense. Marc me fixait,
blessée, perdue. Claire, elle, lançait des éclairs derrière son calme fin. « Maman, dis quelque chose. Tu ne vois pas que tout ça est absurde ?» Je l'ai regardé longuement, avec douceur. « Je n'ai rien à dire, Marc. Tout est écrit. » Il a serré les poings, s'est levé brusquement, a fait quelques pas. Puis, d'une voix basse, « Tu me fais honte. » Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de poser ma main sur le dossier. « Non, Marc, je te protège, même contre toi. » À ce moment-là, Claire s'est levée à son tour. « Très bien. Si tu veux la guerre juridique, tu l'auras. » Maître Pereiro s'est levé, lui aussi, d'un ton calme. « Il n'y aura pas de guerre, madame. Seulement du droit. Et le droit, voyez-vous, ne crie pas. » Ils sont partis quelques minutes plus tard, sans un mot. Le claquement de la porte a résonné dans le couloir comme une délivrance. Je suis restée debout, droite, immobile. Maître Pereiro a rangé les papiers dans sa mallette. Avant de partir, il m'a dit doucement « C'est terminé ». Le piège s'est refermé proprement. Quand il est parti, je suis restée seule dans la maison. Le silence m'a enveloppée comme un manteau. Je n'étais pas triomphante. J'étais apaisée. J'avais traversé la peur, la honte, l'incompréhension. Il ne restait plus que la clarté. Je me suis assise à la table, j'ai allumé la bougie. Sur le coin du carnet bleu, j'ai écrit « Je n'ai pas crié ». J'ai laissé la loi parler à ma place. Et, pour la première fois, ma voix m'est revenue. Puis j'ai soufflé la flamme, lentement, comme on ferme un chapitre. Les jours suivants, la maison a semblé se vider d'un seul coup. Comme si, en partant, Marc et Claire avaient emporté avec eux le dernier écho du désordre. Le silence qui restait n'était pas triste, il était net. Je pouvais enfin respirer, sans craindre qu'un mot, un regard, une lettre ne viennent troubler ce nouvel équilibre. Mais ailleurs, autour, le bruit commençait à courir. Le bruit de ce qu'on ne dit pas, mais que tout le monde croit savoir. Les voisins chuchotaient. C'est elle qui a coupé les ponts. Oh, on dit qu'elle a mis son fils dehors. C'est triste, à cet âge-là. Je les entendais, parfois, à la boulangerie ou à la poste. Je ne répondais pas. Il faut une certaine force pour se taire sans se justifier. Et moi, je la possédais désormais. Marc ne m'a pas rappelé. Pas tout de suite. Mais au bout de 2 semaines, j'ai reçu un message. Court, maladroit, je suis désolée pour l'autre jour. J'ai été dure. Claire est très affectée. On ne comprend pas ton attitude. Mais on t'aime quand même. On t'aime quand même. Une phrase cousue d'un fil tiède. Je l'ai relue plusieurs fois, sans rien y trouver d'humain. J'ai éteint le téléphone, doucement, comme on ferme un livre qu'on ne relira plus. Madeleine, ma voisine, a frappé à la porte ce soir-là. Elle tenait un plat de gratin encore chaud. Je me suis dit que tu n'avais pas envie de cuisiner. Tu es tombée juste, ai-je répondu. Elle s'est assise, a versé 2 verres de vin. On a mangé en silence, puis elle m'a dit « Je t'ai vu l'autre jour. Tu marchais dans le jardin avec une droiture que j'ai envie d'avoir à ton âge. » J'ai souri. C'est la droiture de quelqu'un qui a cessé de plier. Elle a ri doucement. Tu sais, dans le village, certains disent que tu as été dur. Dur, peut être. Mais juste, pendant ce temps, Marc s'enlisait. Je le savais par Élise, ma petite fille. 16 ans, celle qui ne supporte pas le mensonge. Un soir, elle m'a appelé en cachette. « Mamie, papa ne va pas bien. Il dort mal, il fume trop. Claire pleure tout le temps. Ils disent que tu as tout gâché, mais moi je ne comprends pas. » Je lui ai parlé doucement, pour qu'elle n'ait pas peur. « Tu n'as rien à comprendre, ma chérie. Parfois, les adultes se perdent dans leurs justifications. Tu leur pardonnes ? Je ne leur en veux plus. Quand on sait ce qu'on vaut, on n'a plus besoin qu'on nous rende justice. Alors, tu vas les revoir ? Pas encore. Le silence fait encore son travail. Oui, le silence travaillait. Comme une marée lente, il creusait les certitudes, rongeait les illusions. Je le sentais à chaque nouvelle semaine sans contact. Ce n'était plus moi qu'il punissait, c'était eux qu'il punissaient de m'avoir perdu. Et je n'éprouvais ni joie, ni revanche. Seulement une paix grave. J'ai commencé à écrire, pour mettre de l'ordre dans tout cela. Pas des plaintes, pas des règlements de compte, des constats. J'ai intitulé le nouveau cahier
l'épreuve du calme. Chaque jour, une phrase. Le droit ne remplace pas l'amour, mais il empêche la honte. On ne perd pas un fils d'un coup, on l'égare à force de concessions. Le silence d'une mère n'est pas un vide, c'est une frontière. Je relisais ces lignes chaque soir, à la lueur d'une lampe. Elles me servaient de colonne vertébrale. Une lettre est arrivée, un matin d'avril. Pas de Rouen, ni d'un notaire de marque. Écriture hâtive, maladroite, celle d'un homme qui ne sait plus comment parler à sa mère. « Jeanne, je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Tu me manques, mais je ne sais plus comment te parler. Claire veut qu'on prenne nos distances, au moins un temps. Peut-être que c'est mieux comme ça. On verra plus tard. » Je l'ai rangé dans la chemise « Famille »,« Correspondance », sans larmes. Ce plus tard me suffisait. Je savais que tôt ou tard, les consciences rattrapent les erreurs. Il suffit d'attendre sans céder. Dans le village, les langues ont fini par se lasser. On s'habitue vite à ce qu'une femme vieillisse seule, du moment qu'elle marche droit et paie ses factures. Certains ont commencé à me saluer à nouveau, d'autres à me sourire franchement. La boulangère m'a glissé un matin. « On a su pour votre fils. Vous avez eu raison, vous savez. Les jeunes croient qu'on devient faible parce qu'on a des rides. Mais vous, on voit bien que vous êtes droite. » J'ai remercié, sans fierté, parce que ce n'était pas de la victoire. C'était du rétablissement. Un soir, j'ai croisé Claire par hasard, à la pharmacie. Elle m'a vue avant moi. Son visage s'est figé. J'ai eu pitié d'elle, sincèrement. Elle a bredouillé. « Jeanne, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. » J'ai répondu doucement. « Les choses ne se terminent jamais, Claire. Elles changent seulement de place. » Elle a baissé les yeux. Je crois qu'elle a compris que je ne haïssais pas. Et ça l'a blessée davantage que n'importe quelle colère. Les mois ont passé. Je recevais parfois des nouvelles d'Élise. Elle me parlait de son bac, de ses lectures. Elle signait toujours ses messages d'un seul prénom. Pas de nous deux. Rien qu'Élise. Et c'était suffisant pour me redonner foi en l'avenir. Un matin de juin, j'ai reçu une lettre officielle. Mise à jour cadastrale, propriété intégralement à mon nom. Je l'ai posée sur la table, à côté de la carte de nous deux, jaunie par le temps. J'ai souri. J'ai pris mon stylo et, sur la carte, j'ai ajouté discrètement, en bas, d'une écriture lente. « De moi seul. » Ce n'était pas de la rancune. C'était la vérité, enfin remise à sa place. Ce soir-là, j'ai dîné dehors, sur la terrasse. L'air sentait la pluie, les rosiers. Je me suis versé un peu de vin et j'ai observé le ciel se colorer. Il n'y avait plus de colère, plus de douleur, seulement la certitude tranquille que la justice, parfois, n'a pas besoin de toge. Elle se tient là, dans le simple fait d'avoir tenu bon, sans cri, sans plainte. Je me suis dit que, peut-être, le silence n'était pas une absence de voix, c'était une autre langue. Celle que seuls les cœurs blessés, mais lucides, savent parler. Et dans ce murmure invisible, je l'ai senti. Le monde, enfin, me laissait à ma juste place. Le vent de septembre portait une odeur de sel et de feuilles mouillées. Un matin, j'ai su qu'il était temps de partir. Pas pour fuir, mais pour recommencer ailleurs, hors du décor de la blessure. La maison de Saint-Aubin avait tenu bon, mais elle gardait trop d'ombre, les pas qui ne revenaient plus, les silences accumulés, le bruit du téléphone qui ne sonnait plus jamais pour moi. J'avais besoin d'un lieu sans écho. Alors j'ai décidé de vendre. Pas à n'importe qui. À une jeune institutrice venue du Havre, seule, timide, qui m'a dit en visitant « Je veux une maison qui est déjà aimée ». Cette phrase m'a suffi. J'ai signé, sans regret. Et j'ai acheté, avec le fruit de la vente, un petit appartement à Granville, sur la côte normande, face à la mer. Le jour du déménagement, j'ai tout emporté dans 3 caisses. Mes carnets, mes papiers, le coffret de clés et la photo de Paul dans son atelier. Le reste, je l'ai donné. Quand le camion est parti, je suis restée seule sur le trottoir, la clé de la porte encore tiède dans la main. Je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre et j'ai murmuré. « À toi maintenant, petite maison. Prends soin d'elle comme tu m'as tenue. » Puis, j'ai tourné les talons. Granville. Le nom même semblait respirer. Le studio donnait sur la mer, au 3e étage d'une maison claire. Le premier soir, j'ai ouvert la fenêtre.
Le vent est entré avec le cri des mouettes. J'ai posé mes clés sur la table, allumé une bougie, et j'ai senti une paix que je ne connaissais pas. Ce n'était pas la solitude, c'était la place retrouvée. Les premiers jours, j'ai exploré la ville, le marché, le port, la promenade du Plagousset. Je marchais lentement, les mains dans les poches, sans me presser. Je crois que c'était ça, la liberté. Ne plus se dépêcher de prouver qu'on va bien. J'ai rapidement trouvé des repères. La boulangerie d'en bas, où le jeune vendeur m'appelait Madame Jeanne avec un sourire sincère. Le café du coin, le Goéland, où j'allais chaque matin écrire quelques lignes. Et surtout la bibliothèque municipale, un lieu calme, plein d'odeurs de papier et de mer. C'est là que j'ai rencontré Lucie, une retraitée de la Poste, au rire clair. Elle m'a dit « On dirait que vous écrivez un roman. » Non, juste ma mémoire. Alors vous écrivez un roman vrai. Et c'est ainsi qu'elle est devenue ma première amie d'ici. Chaque matin, je reprenais un rituel. Écrire avant le lever du soleil. Sur la table, mon carnet bleu et une tasse de café. Je notais tout. Les odeurs, les visages, les petits riens. Un jour, j'ai écrit « Quand on quitte ce qui nous a blessés, on ne part pas. On se rend enfin là où on aurait dû vivre depuis toujours. » Peu à peu, je sentais le passé se déposer comme la marée basse. Il restait là, visible, mais sans menace. Je pouvais le regarder sans qu'il me noie. Un après-midi, au café, un homme s'est assis près de moi. 75 ans peut être, le visage franc, les yeux gris. Il lisait Ouest France et buvait son café en silence. Au bout de quelques jours, nous avons commencé à échanger des mots. Il s'appelait Henri, ancien marin-pêcheur. Il avait perdu sa femme il y a 5 ans. Il m'a raconté la mer, les nuits en mer d'Iroise, la peur et la beauté mêlées. Et moi, je lui ai parlé des chants, des lois, des silences familiaux. Il a ri. On a chacun notre océan à dompter. Je n'ai pas cherché l'amour. Je crois qu'à mon âge, on ne cherche plus. Mais sa présence tranquille me rappelait ce que c'est que parler sans se justifier. Et ça, c'était déjà une forme de tendresse. Un jour de mars, j'ai reçu une enveloppe à mon nom, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photo d'Élise devant la maison de Saint-Aubin, un petit mot. « Mamie, on a passé devant. » Papa s'est arrêté. Il n'a rien dit. Mais il a regardé longtemps. Je me suis assise, la photo entre les mains. Marc, silencieux devant cette maison qu'il croyait posséder, redevenu fils pour un instant. C'était tout ce que j'attendais. Qu'il regarde enfin. Je n'ai pas répondu. Je savais que ce silence-là était plus fort qu'une lettre. À Granville, les saisons passaient lentement. L'hiver. J'écrivais près du radiateur, le bruit du vent comme musique de fond. Le printemps, je faisais pousser des géraniums sur le rebord de la fenêtre. L'été, je sortais tôt, je marchais sur la digue avec Lucie et Henri. On parlait peu, on regardait beaucoup. La mer faisait le reste. Parfois, au détour d'une promenade, je pensais à Claire. Je n'éprouvais plus rien, ni colère, ni rancune. Seulement une étrange reconnaissance. Sans elle, je n'aurais jamais appris la force du mot « non ». Et je me disais que, d'une certaine manière, sa voix avait effacé la mienne pour que je la retrouve plus tard, plus ferme. Un soir d'août, Lucie m'a convaincu de lire un extrait de mes carnets au club d'écriture de la bibliothèque. J'ai choisi un passage court. Un jour, j'ai reçu une carte signée de 2 mains. Depuis, j'ai réappris à écrire la mienne. Quand j'ai relevé les yeux, les gens écoutaient en silence. Une femme âgée pleurait doucement. Après la lecture, elle est venue me dire « C'est ma fille qui m'écrit à la place de mon fils. Je comprends tout ce que vous avez dit. » Et là, j'ai su pourquoi j'avais écrit. Pas pour me raconter, pour tendre la main à celle qu'on rend invisible. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai ouvert la fenêtre. La mer reflétait la lune, paisible, exacte. J'ai pris le coffret de bois, l'ai ouvert. À l'intérieur, les anciennes clés, le carnet et la carte de nous deux. J'ai posé la main dessus et j'ai soufflé. « Merci. Sans toi, je ne serais pas là. » Puis j'ai rangé le coffret, refermé la fenêtre et j'ai souri. Le silence remplissait la pièce comme une musique. Pas un silence de vide, mais un silence habité. Celui qu'on gagne, pas celui qu'on subit.
Je n'étais plus une femme abandonnée. J'étais une femme rendue à elle-même. Je ne possédais pas grand-chose. Un studio, quelques livres, un carnet, mais j'avais la paix et ma voix propre. Et dans ce monde saturé de bruit, c'était peu, être la plus belle des richesses. Je ne sais pas si le temps guérit. Je crois plutôt qu'il clarifie. Il ne gomme pas les blessures, il les rend lisibles. Et c'est en les relisant que j'ai compris ma propre histoire. Ce n'était pas une trahison, mais une disparition progressive. Pas un coup de couteau, mais une érosion douce, légale, presque polie. On ne vous arrache pas votre place. On vous la prend avec des sourires. Et puis, un jour, vous ne signez plus rien à votre nom. Vous dites oui pour éviter le conflit. Vous laissez passer pour simplifier, jusqu'à ce qu'il ne reste de vous qu'une carte, signée de nous deux. Je revois ce matin de janvier, cette carte entre mes doigts. Je me souviens du froid, du silence de la boîte aux lettres, du battement de mon cœur quand j'ai lu cette formule creuse. C'était le point de départ, sans que je le sache. Le moment où l'amour aveugle s'est fissuré, où la lucidité s'est frayé un passage, c'est étrange. La vérité entre rarement par la colère. Elle entre par l'humiliation. C'est sa porte la plus sûre. Aujourd'hui, je ne ressens plus ni honte, ni rage. Je ressens quelque chose de plus solide. Le respect de moi-même. Celui qu'aucune main ne peut signer à ma place. Il m'arrive encore, parfois, de penser à Marc. Je le vois dans ma tête. Debout, sur le seuil de la maison de Saint-Aubin, les bras ballants, le regard perdu. Je ne sais pas s'il m'en veut encore, s'il comprend, s'il regrette. Mais je sais une chose, il ne m'appelle plus maman comme avant. Sa voix, autrefois pleine d'empressement, est devenue prudente, presque enfantine. Et ce changement-là, c'est déjà une justice. Je ne veux pas qu'il se sente coupable. Je veux seulement qu'il apprenne à parler pour lui-même, à ne plus déléguer sa conscience. S'il y parvient un jour, alors peut être que le silence entre nous aura eu un sens. Je n'ai jamais cherché la vengeance. Je ne crois pas à la vengeance. C'est une énergie qui use. Je crois, en revanche, à la restitution, à l'ordre qui revient tout seul quand on remet les choses à leur place. La maison, les comptes, les signatures, tout cela n'était que la surface. Ce que j'ai vraiment récupéré, c'est ma parole. Une parole simple, droite, presque nue, celle qu'on dit sans trembler, sans devoir se justifier, celle qui ne cherche plus à être aimée, mais simplement entendue. Quand je regarde ma vie, je vois 3 âges, celui du don, celui de la confusion et celui de la clarté. J'ai passé des décennies dans le don donné, aider, comprendre, pardonner avant même qu'on me demande pardon. Puis est venu le temps de la confusion, où l'on croit encore qu'aimer suffit à être respecté. Et enfin, la clarté, celle qu'on paye cher, mais qui rend chaque respiration plus juste. Cette clarté-là, je la dois à la douleur, à ces nuits blanches passées à relire des documents, à écouter le vide d'un téléphone qui ne sonnait plus, mais aussi à Paul, qui m'avait dit un jour « Quand on te dit que tu comprends trop, c'est souvent parce que tu vois trop. » Oui, j'ai vu, et je n'ai plus détourné les yeux. À Granville, la vie s'est déposée sur moi comme un linge propre. Je vis lentement, avec des gestes simples. Chaque matin, j'ouvre la fenêtre, je respire l'air salé, et je remercie le hasard d'avoir mis la mer à la place de la douleur. Lucie vient souvent prendre le thé. Henri m'apporte des journaux. Nous parlons peu de famille. Nous parlons du temps, de la pluie, des livres, des sujets qui ne trahissent pas. Mon appartement est petit, mais il me ressemble. Il n'y a plus de pièces où je n'ose pas entrer. Chaque tiroir, chaque clé, chaque document porte mon nom. Et ce nom-là, je l'ai regagné lettre après lettre, silence après silence. Parfois, je relis mes carnets. Je retrouve des phrases qui me surprennent moi-même. L'amour des mères est un sol sans clôture. Mais il faut bien, un jour, tracer un chemin qui mène ailleurs. Ou encore, on croit qu'on perd les autres. Mais souvent, c'est soi qu'on retrouve. Ces phrases ne m'appartiennent plus vraiment. Elles appartiennent à toutes celles qui, un jour, ont été effacées d'un repas, d'une photo, d'un héritage, d'une carte de vœux. Elles savent ce que je veux dire. Ce n'est pas la solitude qu'on redoute, c'est l'invisibilité. Et quand on sort enfin de cette invisibilité,
Ce n'est pas pour crier, c'est pour écrire. Ou simplement être là. L'autre jour, Élise est venue passer un week-end à Granville. Elle a 10 à 7 ans maintenant. Elle m'a aidé à préparer une tarte aux pommes, puis m'a dit, sans prévenir, « Tu sais, papa t'écoute encore parler quand il croit que je ne l'entends pas. Il dit qu'il n'aurait pas supporté ton silence s'il n'avait pas eu tort. » Je n'ai rien répondu. Elle m'a regardé avec un petit sourire. « Tu ne dis rien, mais je crois que t'as gagné. » Et j'ai souri aussi. Non, je n'avais rien gagné. J'avais cessé de perdre. Ce soir, la mer est calme. Le vent passe à travers la fenêtre entr'ouverte. Je suis assise à ma table, le carnet ouvert, la bougie allumée. Sur la dernière page, j'écris lentement. On m'a prise pour une femme effacée parce que je me taisais. Mais le silence, quand il est choisi, n'efface pas. Il grave. Je regarde la flamme vaciller. Et je pense à toutes celles qui vivent encore dans ce murmure étouffé, ces mères qu'on remercie par procuration, ces grands-mères qu'on exclut sous prétexte de modernité, ces femmes qu'on prive de signature au nom de la simplification. Elles ne savent pas encore que leur calme est une force, qu'il suffit d'un jour, d'un mot, d'une signature retrouvée pour que tout change. Je n'ai plus peur du temps qui passe. Je n'attends rien, je ne redoute rien. Je vis, je marche sur la digue, je respire, j'écris, je ris parfois. Et dans ce rire, il y a un écho que je reconnais, celui de la femme que j'étais avant qu'on la fasse taire. Elle est revenue, pas plus jeune, pas plus forte, mais entière. Je ferme le carnet, je souffle la bougie. Le silence emplit la pièce. Un silence plein, profond, légitime. Et dans ce silence, je murmure pour moi-même, comme une signature. Le silence peut aussi être une forme de justice.